Bienvenue à notre exploration d'aujourd'hui. On se penche sur un texte vraiment intéressant qui démêle deux concepts souvent mêlés, l'attitude et le comportement. Une distinction assez fondamentale en sciences humaines, finalement. Tout à fait. Le document nous dit en gros que l'attitude, c'est notre état d'esprit, notre tendance interne, alors que le comportement, ben, ce sont nos actions, ce qu'on voit. Notre mission, si on veut, c'est de bien saisir cette différence, puis surtout, pourquoi elle est si importante. Exact. On a souvent l'impression que nos attitudes dictent nos actions, mais le texte montre que c'est pas mal plus nuancé que ça. Alors, décortiquons ça un peu. Oui, effectivement. L'attitude, elle est définie comme une tendance psychologique, relativement stable. C'est notre façon d'évaluer quelque chose, une personne, une idée, un objet, de manière, disons, positive ou négative. Puis ça a différentes facettes. Il y a l'affectif, nos sentiments, nos émotions. Mhm. Il y a le cognitif, ça, c'est nos croyances, ce qu'on sait ou pense savoir. Puis, des fois, on parle aussi d'une composante connotative, qui est comme notre intention ou notre tendance à agir d'une certaine façon. OK, par exemple, si on prend l'écologie, avoir une attitude positive, ça voudrait dire qu'on aime l'idée de protéger l'environnement, ça c'est l'affectif. On croit que c'est important, le cognitif, C'est ça, et ça pourrait nous donner l'intention de recycler, mettons. précisément. Mais l'intention, c'est pas encore l'action. Le comportement, lui, c'est vraiment le geste concret, observable. C'est recycler la bouteille, c'est aller manifester, c'est acheter bio au magasin. C'est ce qu'on peut voir, ce qu'on peut mesurer là. D'accord. Donc, interne versus externe, disposition versus action. Mais alors, la grande question, pourquoi notre attitude écolo, pour reprendre l'exemple, ben, pourquoi se traduit pas toujours par des gestes écolos concrets? Ben, c'est là que ça devient particulièrement intéressant et c'est ce que le texte explore bien. Le lien entre les deux existe, c'est sûr, mais il est souvent plus fragile qu'on le pense. Plusieurs facteurs peuvent venir, disons, brouiller les cartes. Comme quoi, par exemple? Premièrement, il y a la force de l'attitude. Est-ce qu'elle est vraiment forte, bien ancrée en nous, ou c'est juste une opinion un peu vague? Sa spécificité aussi. Une attitude très générale, genre «je suis pour l'environnement», ça prédit moins bien un comportement spécifique, comme mettons composter ses déchets, qu'une attitude très précise envers le compostage lui-même, tu vois? Oui, c'est logique. Plus c'est spécifique, plus le lien devrait être fort. Exactement. Puis après, il y a tout le contexte. La pression sociale, qu'est-ce que les autres pensent ou font, les normes du groupe, les contraintes pratiques aussi. Est-ce que c'est facile de recycler où j'habite? Est-ce que j'ai le temps? Puis même, des fois, c'est juste nos habitudes qui prennent le dessus sans qu'on y pense vraiment. Ah oui, les habitudes, ça c'est puissant. Très puissant. Puis il y a des théories qui essaient d'expliquer ça. La théorie de l'action raisonnée, par exemple, elle dit que notre intention d'agir dépend de notre attitude envers le comportement spécifique et aussi de ce qu'on appelle la norme subjective. La norme subjective, c'est... C'est en gros ce qu'on perçoit que les personnes importantes pour nous attendent comme comportement de notre part. D'accord. Et il y a aussi la théorie du comportement planifié d'Agezel, non? Le texte en parle. Oui, Hzel a ajouté un élément super important, le contrôle comportemental perçu. Qui est notre perception de notre capacité à faire l'action. Est-ce qu'on se sent capable? C'est exactement ça. Est-ce que je pense avoir les ressources, le temps, les compétences pour le faire? Si je crois que c'est trop difficile ou hors de mon contrôle, même si j'ai une bonne attitude puis que mes amis m'encouragent, ben, mon intention risque d'être faible, puis l'action encore plus. Pense à quelqu'un qui veut arrêter de fumer. L'attitude est là, la pression sociale aussi peut-être, mais s'il doute de sa capacité à résister, Ça complique les choses. Et il ne faut pas oublier la fameuse dissonance cognitive de Festinger. ah oui, un classique. Quand nos actions contredisent nos attitudes, ça crée comme un malaise, une tension interne. Puis pour réduire ça, on peut soit changer notre comportement, Ce qui est souvent plus difficile, ou plus souvent, on ajuste un peu notre attitude pour qu'elle colle mieux à ce qu'on a fait. On se trouve des justifications finalement. tout à fait, c'est un mécanisme psychologique assez fondamental. Puis comprendre tout ça, l'écart possible entre attitude et comportement, les facteurs qui jouent les théories, ça a des implications pratiques énormes. J'imagine, oui. En santé publique, par exemple, pour encourager les gens à faire de l'exercice ou à mieux manger, on sait qu'il ne suffit pas de les convaincre que c'est bon pour eux. Il faut aussi travailler sur leur perception de contrôle, lever les obstacles perçus, rendre ça plus facile, plus accessible. Et pour lutter contre les préjugés, j'imagine que c'est pareil. Exactement. Changer les attitudes négatives, c'est crucial, mais ça ne garantit pas la fin des comportements discriminatoires. Il faut aussi s'attaquer aux normes sociales qui les tolèrent, au contexte qui les facilite. Puis en marketing, c'est évident. Aimer une marque, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter.
Faut faciliter le passage à l'acte d'achat. Donc, si on résume le message clé de cette analyse, c'est vraiment ça. Attitude et comportement, c'est deux choses différentes, liées oui, mais la connexion n'est pas automatique pantoute. C'est ça. L'une est une tendance interne, l'autre une action externe, puis le pont entre les deux, ben, il est influencé par plein de facteurs. Absolument. Comprendre cet écart, ça nous aide à avoir une vision, disons, plus juste, plus nuancée de la complexité humaine. Ça évite les jugements rapides. On ne peut pas juste regarder les actions de quelqu'un et en déduire automatiquement ses attitudes profondes. Ni l'inverse, d'ailleurs. C'est pas si simple. C'est une bonne leçon d'humilité, en quelque sorte. Oui. Puis pour terminer, peut-être une piste de réflexion que le texte soulève un peu en filigrane. Ah oui. C'est l'idée de la boucle de rétroaction. On a beaucoup parlé de l'attitude qui influence le comportement, mais l'inverse est vrai aussi. Nos comportements peuvent finir par influencer nos attitudes. Intéressant. Ça ouvre une question, je trouve, assez fascinante pour chacun de nous. Est-ce qu'en changeant consciemment de petites actions au quotidien, de façon répétée, est-ce qu'on pourrait, à terme, finir par remodeler nos propres attitudes, nos croyances, même celles qui nous semblent bien ancrées? Une question à méditer, effectivement. Merci pour cet éclairage.